Je suis Camille Maestracci. Bienvenue dans Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. Le foot aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Je suis fier d'être une femme, j'adore le foot. Je suis fier d'être une femme de foot. Vraiment, c'est quelque chose qui est extra. Quand je rentre sur un terrain de foot, il n'y a pas de femme de foot, d'homme de foot. C'est vraiment ma passion. Pour moi, il y a juste du foot. C'est ça les femmes d'aujourd'hui aussi. Moi, je suis une passionnée. Au moins passionnée, on n'entend pas la différence avec un E ou sans E. Honnêtement, s'il n'y avait pas, il manquerait quelque chose. Je suis née fille de foot et je suis femme de foot et je serai grand-mère de foot. Depuis toute petite, elles ont toujours eu un ballon dans les pieds. Elles aiment jouer et elles aiment encore plus gagner. Ça n'a pas toujours été facile. Au début, le foot, c'était plutôt pour les garçons. Mais elles ont réussi à vivre leurs rêves. Aujourd'hui, elles vont porter le maillot bleu devant des millions de Français et tenter de remporter la Coupe du Monde. Épisode 1, la Ligue des Championnes. La Coupe du Monde, c'est vraiment le summum. Il n'y a rien de plus grand, de plus beau qu'une Coupe du Monde. Donc j'espère que le 7 juillet, je pourrai avoir vraiment ces frissons-là et qui m'apportera beaucoup de bonheur. Je pense que c'est un rêve de n'importe quelle joueuse, voire joueur, de vivre une Coupe du Monde à domicile. Il faut en profiter un max et vivement que ça arrive. Il est à terre, Hugo Lloris, pour un dernier dégagement. Les images là, sur le banc de touche, Rami qui harangue les deux gardiens remplaçants qui s'embrassent. C'est un truc de fou. Là, c'est des sauts de cabri de Rami. C'est le banc de touche français. Deschamps, Rami est venu voir Deschamps. Il lui a demandé de se lever. Le dégagement de Lloris. Et c'est terminé. La France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Ces hommes-là ont trouvé le secret de l'immortalité. Ils sont en larmes dans le rond central. Quelle émotion cette victoire. Peut-être que comme moi, en réécoutant ce passage, vous en avez encore des frissons. En tout cas, les joueuses de l'équipe de France m'en parlent encore comme un moment inoubliable. Elles ont vibré comme nous l'été dernier. Et maintenant, c'est à leur tour. Cette Coupe du Monde, elles en rêvent. Au moment où j'enregistre cet épisode, elles sont en pleine préparation. Ce jour-là, elles disputent un match amical à Strasbourg, où je suis venue les rencontrer. Un peu comme des stars de cinéma en pleine promotion d'un film, elles reçoivent les médias dans un hôtel près du centre. Vous mettez où ? Peu importe, essayez-vous. Ça marche. Ça va, c'est pas encore trop... Non, ça va. Ça va faire que s'accentuer, toute cette pression médiatique. Difficile de s'imaginer qu'il y a une dizaine d'années environ, ces femmes n'avaient pas de structure, pas de contrat, très peu de reconnaissance. Aujourd'hui, elles enchaînent les interviews, leurs matchs sont diffusés sur les grandes chaînes et des petites filles portent leur maillot. Le football féminin a connu un développement extraordinaire. On compte aujourd'hui près de 180 000 licenciés EES. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors j'ai voulu comprendre ce que ça voulait dire aujourd'hui qu'être footballeuse professionnelle. Quel est leur quotidien, de quoi elles sont parties, où elles veulent aller et avec elles, le foot féminin. Je m'assois d'abord avec Wendy Renard, une des stars de l'équipe de France et capitaine de l'Olympique lyonnais, où elle joue au poste de défenseur. Je viens d'une famille assez sportive. Je frappais déjà dans le ventre de ma mère. Et puis après, une fois née, je pense que j'étais baignée dedans en fait. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu jouer avec le ballon, même devant la maison, avec les copains. Quand je sortais de l'école, c'était direct, je posais le sac de foot. Le sac de l'école, je me changeais et je partais sur le terrain pour jouer. Donc non, j'avais ça en moi depuis toute petite. Ma mère, elle a fait un peu de foot. Ma tante, aujourd'hui, elle est arbitre de foot en Martinique. Donc je viens d'une famille, comme j'ai dit, assez sportive. Et moi, j'en ai fait beaucoup de sport jusqu'au jour où il fallait choisir entre le hand et le foot. Et j'ai choisi le foot. J'ai pas toujours été footballeuse professionnelle. On est passé pro avec l'OL en 2009, alors que je suis arrivée en 2006. Donc les années au début, j'ai pu voir ce club évoluer. C'est vrai que quand je suis arrivée, déjà, on n'avait pas d'habits olympiques lyonnais. Chacune venait avec ce qu'elle pouvait. Des fois, des tenues, l'autre arrivait en bleu, l'autre arrivait en rouge. C'était un peu n'importe quoi. Et après, j'étais à l'école, j'étais en sport-études avec l'Olympique lyonnais. Donc, je préparais mon bac tranquillement. Et une fois qu'on est passé professionnel, j'ai continué un peu. Et après, j'ai dû arrêter. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de professionnalisme. Donc, c'est sûr que
J'ai continué mes études pour avoir mon diplôme et puis au début de ma carrière, oui, je travaillais à côté. Élise Busaglia est une ancienne coéquipière de Wendy Renard à l'OL. Aujourd'hui, elle joue à Dijon et est aussi milieu de terrain en équipe de France. À 33 ans, elle joue sans doute sa dernière compétition avec les Bleus. Je m'entraînais le soir au niveau du club avec mes partenaires et puis les matchs le week-end. Mais c'est vrai que c'était une vie assez éreintante. J'avais ma journée de cours ou ensuite de travail et puis le soir les entraînements. Donc après avec la récupération, il restait plus beaucoup de temps pour les loisirs. Mais bon, je sais aussi pourquoi je l'ai fait et je voulais absolument arriver à ce haut niveau. Donc je regrette pas du tout. Encore aujourd'hui, beaucoup de joueuses sont obligées de travailler à côté du foot, y compris parmi celles qui évoluent au plus haut niveau. C'est simple, il n'y a que 86 joueuses en tout et pour tout qui vivent du football en France, dont 82 en première division. Ça veut dire qu'en D1 féminine, moins d'un tiers des joueuses vit à 100% du football. On est dans un encadrement de sportifs de haut niveau. On a des soins de qualité, plein de petites choses que peut-être quand on est sportif un peu pas pro, ça fait la différence parce que je veux dire, si on se blesse là aujourd'hui, dans la minute qui suit, le doc il appelle, on peut passer la radio, l'IRM, soit aujourd'hui, soit le lendemain. Donc ce sont des petites choses, mais quand on est sportif de haut niveau, ça fait la différence. Et puis après, oui, forcément, on est salarié du club. On rentre dans un projet vraiment, vraiment professionnel et comme j'ai dit, ça change. En réalité, d'un point de vue strictement juridique, ni Wendy Renard, ni aucune joueuse de football n'est considérée comme professionnelle. Je vous explique. En fait, à la différence des hommes, les femmes ne dépendent pas de la LFP, la Ligue de football professionnelle, mais directement de la FFF, la Fédération française de football. Elles ne peuvent donc pas signer des contrats professionnels, mais signent des contrats fédéraux, qui sont en fait les mêmes que ceux que signent les footballeurs dits amateurs. Ok, changez les appuis, ballon bleu, on reprend le ballon. Changez les appuis, ballon bleu, c'est parti. Pourtant, quand je les regarde s'entraîner, sous l'œil attentif de Corinne Diacre, leur coach, elles n'ont rien d'amateur. D'ailleurs, elles-mêmes se considèrent bien entendu comme des footballeuses professionnelles, dans le sens où elles travaillent dur, elles jouent au plus haut niveau, et pour quelques-unes, comme Wendy Renard par exemple, elles en vivent même très bien. Elles gagnent autour de 20 à 40 000 euros par mois, même si évidemment ça reste ridicule par rapport à ce que gagne un joueur de Ligue 1. Et c'est normal. L'économie du foot féminin est encore à des années-lumière de ce que rapporte le foot masculin. Mais pour Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, il y a déjà de sérieux progrès. On a créé un championnat de D1 féminine. Seulement depuis l'année dernière, on a une chaîne de télé qui a répondu. Donc Canal retransmet en direct tous les matchs. Depuis l'année dernière, c'était impensable il y a 4 ans. J'étais là, il y a 4 ans, je faisais les appels d'offres. On me demandait combien tu nous donnes pratiquement pour qu'on les retransmette. Donc la mentalité des diffuseurs, regardez, nos grandes chaînes se sont mobilisées pour la Coupe du Monde. Ceci dit, en budget, ça reste modeste, mais on progressera. On n'a pas tout de suite. Je sais que certains clubs peuvent mieux faire. Bon, et là, c'est inadmissible qu'une jeune fille gagne 800 euros par mois, plus un petit boulot, quand on joue en D1. Mais ça va venir. Il ne faut pas aller trop vite. Vous savez, en Europe, il n'y a pas de championnat professionnel, contrairement à ce que j'entends dire. Même l'Allemagne, qui est le meilleur pays, ou le pays le mieux organisé, il y a encore des filles qui travaillent à mi-temps et qui sont en première division. Autre changement notable, aujourd'hui la plupart des joueuses sont représentées par un agent. C'est le cas d'ailleurs très récemment de Sarah Boidy, c'est la gardienne de l'équipe de France et une autre star de l'OL. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le haut niveau et ça fait 2 mois que je suis représentée par un agent. Donc, moi, j'ai jamais eu d'agent durant toute ma carrière. Voilà, quand j'entends les jeunes à 17, 18 ans avoir un agent, ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui, elles n'ont rien fait et elles jouent peut-être même pas encore en D1. Donc, voilà, c'est vrai qu'on arrive très vite là-dedans. On l'entend peut-être à sa voix, quand elle me parle de ça, Sarah Boidy a un petit sourire en coin, l'air de dire « Attention, faut pas que ça aille trop vite non plus ». Pierre Ferracci, le président du Paris FC, un des 5 meilleurs clubs de division 1 féminine, est plutôt du même avis. Quand je l'ai interrogé sur cette histoire d'agent, il m'a fait comprendre que ça l'inquiétait un peu. On a une gamine exceptionnelle dans notre catégorie de 12 ans. Elle est déjà approchée par des clubs et donc aussi par des agents à 12 ans. Bon, ça c'est vrai qu'on a plutôt envie que les agents, et je dirais même les clubs,
essayent d'oublier les gamins d'un autre club quand ils ont cet âge-là, quoi. Et il y a parfois des côtés un peu insupportables dans cette approche parfois un peu musclée en direction des parents, en direction de l'environnement des gamins et des gamines. Ben oui, on retrouve un peu ça chez les gamines aujourd'hui comme on l'a chez les gamins. Pierre Ferracci fait le parallèle, à juste titre, avec les garçons. De fait, plus le foot féminin va se professionnaliser, plus on va petit à petit se rapprocher du modèle masculin. Avec ses avantages, mais aussi inévitablement ses travers. Qui dit professionnalisation, dit plus d'argent, de médiatisation, la pipolisation des joueurs, les obligations avec les annonceurs. Bref, toute cette image bling-bling et pas forcément reluisante que renvoie parfois le foot masculin. C'est sûr qu'il n'y a pas que des choses positives. Si on parle d'argent, malheureusement, des fois ce ne sont pas les joueurs qui montent les sommes ou qui demandent tout ça. Parce qu'il faut savoir que le foot aussi, c'est les droits TV, c'est les sponsors, c'est plein de petites choses. Et c'est vrai que ça fait monter les sommes. Des fois, l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses, les sommes, etc. Des fois, ça peut vous faire perdre la tête. Des dérives, il y en aura, comme dans toutes les disciplines, et dès qu'on ramène un petit peu d'argent. Donc il faudra être vigilant et structuré, et ça c'est au club de former, de préparer leurs joueuses à anticiper la vague médiatique, sponsors, agents, argent, pouvoir, visibilité, qui va être engendrée par un système qui est logique en fait. Le tout, c'est pas d'être contre. Il faut avancer avec son temps, mais c'est de s'y préparer au mieux. Elle, c'est Gaëtane Tinet. C'est une des doyennes de l'équipe de France. Elle joue aussi au Paris FC comme attaquante. Ce qui est intéressant dans son discours, c'est que même si elle n'a pas tellement peur de la tournure que peut prendre le foot féminin, elle l'a quand même toujours tenu un peu à distance. C'est une des rares qui, par choix, a décidé d'avoir une autre activité à côté du foot et non par obligation financière. C'est une des rares qui, même en étant footballeuse au plus haut niveau, considère qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Par choix, j'ai décidé d'avoir un double projet et j'ai la chance d'avoir un club qui me permet de l'avoir. Donc je suis joueuse à mi-temps au Paris FC et également cadre d'État et conseillère technique nationale au sein de la Fédération française de foot sur le développement du football des enfants. Un joueur de foot ou une joueuse de football, elle peut avoir d'autres activités, elle peut créer une fondation, créer une association, elle peut avoir un projet professionnel, elle peut avoir un projet de formation. Et souvent, pour éviter tout problème, on communique jamais sur ce que les joueurs ou les joueuses font à côté parce que ça voudrait dire perte d'énergie, donc baisse de la performance. Justement, est-ce que vous avez déjà été critiqué ou on a douté de vos compétences parce que vous ne vous consacriez pas à 100% uniquement au football ? Quand tout va bien, non, jamais. Quand je rate un but, quand j'ai raté un but, beaucoup plus. On peut très vite nous reprocher qu'on fait beaucoup de choses. Moi, je reste persuadé que si on est au haut niveau, c'est compliqué de pouvoir allier les deux, même si on peut. C'est compliqué parce que ça demande beaucoup et notre corps, c'est notre outil de travail. Et quand on est tous les jours sur le terrain, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais souvent ils disent « Ouais, mais vous vous entraînez que le matin, le soir, l'après-midi, vous n'avez rien. » Ouais, mais tous les matins, tous les jours, mettre votre corps en activité, forcément après il faut le reposer, même mentalement, il faut avoir de la fraîcheur physique, fraîcheur psychologique aussi, donc c'est plein de petites choses et je pense qu'on doit continuer à travailler et aller dans ce sens. C'est beaucoup de sacrifices justement, en particulier pour une femme, d'être joueuse professionnelle. Je pense bien sûr à la volonté peut-être de fonder une famille, d'avoir des enfants. C'est notamment une des différences avec les hommes. Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Après, moi je pars du principe qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. Les enfants, c'est très beau, c'est très mignon. Je pense que tout le monde aime ça. Mais après...
C'est vrai que j'ai choisi pour l'instant de m'épanouir dans le sport, dans le foot. Je pense qu'il y a d'autres pays, par exemple les États-Unis, où ça se fait. Les filles, il y en a, elles vont arrêter 1 an, voire 2 ans, et après elles reprennent. Je pense que c'est possible, mais en France, en tout cas au haut niveau, ça n'a jamais été fait. Mais pourquoi pas? Penalty à Lyon, penalty à Lyon, et l'occasion pour l'Olympique lyonnais de tripler la mise avec une faute de main de Périssé dans la surface de réparation. Et c'est la capitaine apparemment qui va frapper ce penalty. Wendy Renard qui frappe et qui inscrit le 3e but, 3-0. C'est cher pour le PSG, mais c'est mérité pour l'Olympique lyonnais. 3-0, penalty de Wendy Renard. Ce jour-là, l'OL l'emporte 5-0 contre le PSG, son adversaire le plus redoutable. Peu après, le club est sacré champion de France pour la 13e fois. Wendy Renard était là, les 13 fois, pour soulever le trophée. Du haut de son 1m87, elle a l'air de parfaitement savoir où elle va et ce qu'elle veut. Pour elle, c'est le foot, que le foot, rien que le foot. Peut-être que c'est ça la formule gagnante. Peut-être que si le foot féminin veut briller, il faudra plus de joueuses qui, comme elle, seront prêtes à faire toujours plus de sacrifices, mettre de côté la famille, les études. Reste à savoir maintenant si les clubs vont suivre. Est-ce qu'ils sont prêts à investir davantage pour payer les joueuses et les payer bien, pour développer des structures, des centres de formation? Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a été un des premiers à croire en son équipe féminine et à l'accompagner avec de vrais moyens. C'est aussi un des seuls. Il n'y a pas besoin d'État comme le Qatar pour choisir d'investir dans le football féminin. La quasi-totalité des clubs issus de clubs professionnels comme Montpellier, Bordeaux, Paris Saint-Germain, le Paris FC, Dijon peuvent le faire de manière équivalente. C'est un choix. C'est un choix de croire dans le football féminin ou de ne pas y croire, d'essayer de surfer sur une vague qui est une vague montante. Mais nous, on l'a fait en investissant et on a aujourd'hui les résultats que l'on mérite. Ça veut dire que les autres équipes n'y croient pas assez à ce foot féminin? Bien sûr, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est peut-être un détail, mais la façon dont les clubs présentent leurs équipes, hommes d'un côté et femmes de l'autre, en dit long sur le crédit qu'ils semblent accorder à chacune d'entre elles. Sur les sites internet des principaux clubs, sauf l'OL, où il y a marqué masculin et féminine, la différence entre les deux équipes, hommes-femmes, s'exprime dans ces termes. PSG, c'est équipe première d'un côté, et de l'autre, c'est équipe féminine. Bordeaux, c'est les pros, et ensuite, c'est les féminines. Montpellier, c'est les pros, et c'est les féminines. Paris FC, c'est équipe pro et D1 féminine. À votre avis, qu'est-ce que... Non, je sais pas, peut-être que c'est pour éviter de mélanger, on va dire, on va rester positif, éviter de pas comprendre qui est l'équipe féminine, qui est l'équipe masculine. Après, j'espère que dans leur tête, au niveau des clubs professionnels, il y a vraiment qu'une structure, c'est que ce soit Bordeaux, Montpellier ou PSG. On a l'impression que vous n'êtes pas vus comme des pros, quoi. C'est un truc à part. Peut-être parce qu'en fait aujourd'hui on n'a pas la même vie que les garçons aussi, on n'a pas les mêmes retours médiatiques que les garçons, on passe pas tous les matchs vraiment comme les garçons peuvent le faire. C'est vrai que l'investissement d'un club aujourd'hui il est prioritairement sur l'équipe masculine entre guillemets, donc forcément il y a peut-être ce décalage qui est encore dans les têtes des clubs, mais je pense qu'on va vraiment dans le bon sens et que plus tard, on n'entendra qu'une seule équipe. J'ai quand même voulu en rajouter une couche et savoir ce qu'en pensait Pierre Ferracci, le président du Paris FC. Vous conviendrez que c'est assez amusant de voir que dans les grands clubs, on a encore ce distinguo-là entre les pros, qui sont nécessairement les hommes, et les femmes qui, elles, on leur accorde pas ce qualificatif de professionnel. Non, mais je vous assure que chez nous, on les prend pour des pros, d'abord parce qu'elles en vivent en partie, je veux dire... Donc de ce point de vue-là, elles sont professionnelles et puis en termes de talent et d'entraînement, elles exercent quelque chose qui a tous les attributs et toutes les caractéristiques du football professionnel. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, je veux dire, elles sont pas à la Ligue, mais c'est pas un sujet pour l'instant. Moi, je souhaite qu'elles le soient d'ailleurs, qu'elles rentrent dans ce giron-là, parce que ça accélérera en plus l'évolution de la section féminine du football professionnel. Puis ça fera du bien à la LFP d'ailleurs, parce que le football est un sport éminemment conservateur et parfois très machiste aussi. Donc je crois que le fait de mélanger dans la ligue professionnelle et pas seulement dans la fédération les hommes et les femmes, ça fera du bien. Mais c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire dans la construction de la ligue professionnelle mais des institutions du football pour que leur place soit reconnue à leur juste valeur. Alors est-ce que ce serait pas ça finalement le fond du problème ? Peut-être qu'il manque une ligue de foot professionnelle pour les femmes.
Pour que ces joueuses soient reconnues à leur juste valeur, comme dit Pierre Ferracci, il faut peut-être qu'elles soient traitées, elles aussi, comme des pros, comme les hommes, avec si ce n'est le même budget, au moins la même considération. Lorsque j'ai posé la question à Noël Le Graët, le président de la FFF, sa réponse a été catégorique, même pas en rêve. Pour lui, faire entrer les filles dans la ligue, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Il faut faire les choses dans l'ordre et pour l'instant, il faut d'abord multiplier les licenciés et ouvrir des sections féminines avant de copier le modèle masculin. Ce qui est sûr, c'est que si les Françaises deviennent championnes du monde, et d'ailleurs même si elles ne le deviennent pas, l'événement, avec toute sa médiatisation, va donner un coup de boost phénoménal au foot féminin. C'est justement à ce moment-là qu'il faudra décider réellement de ce qu'on veut en faire, puisque tout reste à construire. Vous venez d'écouter le premier épisode de la série Les Attaquantes. Il est produit par Europe 1 Studio avec Claire Azan et Fanny Rascle. Christophe Davio nous a aidés à la réalisation et Emma Chevalier à la musique. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à commenter, partager et nous mettre plein d'étoiles. À bientôt!